Question transversale. Question transversale. Décryptage, analyse, fait d'actualité, point de vue croisé. Suivez les magazines Questions transversales avec Steve Mbouyi qui fait les points avec ses invités. Le plaisir est le mien de vous retrouver. La pandémie du coronavirus a certes restreint les activités quotidiennes, les mouvements des personnes a fait perdre du travail à certains, les entreprises ont dû fermer, mais ce que la pandémie n'aura pas réussi à faire, c'est celle de tuer, moins encore de confiner la passion de l'art. C'est le cas par exemple de Tigé Lébé, écrivain congolais, qui n'a pu s'empêcher de coucher sur papier ce qu'il a pensé ou pense encore de cette situation de crise. Pour lui, cette crise est une bonne opportunité pour les décideurs de traiter donc les maux qui rongent la société congolaise. Plus rythmé par contre au son cadencé, Yekima de Bellard lui met en musique une des conséquences fâcheuses de cette situation de crise, une chanson dans laquelle il révèle la disette causée. Un Piaka Corona, c'est l'intitulé de cet opus. Question transversale. C'est donc sous la plume, la belle plume d'ailleurs, d'un écrivain congolais que nous allons donner le go à ce numéro. Ce sera avec la plume de Tigé Lébé Montigua, originaire et résident bel et bien à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est juriste, promoteur du mouvement littéraire Les Plumes Conscientes, mais surtout écrivain, un passionné donc des lettres. Tigé Lébé, bonjour. Bonjour. D'abord, Tigé Lébé, dites-nous, qu'est-ce qu'on dit si bien en écriture qu'on ne sait pas dire en parlant, en parole? Alors, à travers l'écriture, il est possible de relayer beaucoup de choses, des sentiments perdus, enfouis, des émotions. Et donc, si vous voulez, pour certaines personnes, moi y compris, l'écriture est une sorte de... C'est un refuge, c'est une sorte de thérapie qui permet justement d'épancher les plus grands émois, les plus grands rêves. Et de témoigner de certaines choses vécues, soit personnellement, soit par procuration. L'écriture est donc une arme très puissante qui permet justement de faire passer certains messages que l'oralité peut altérer. Et c'est pour ça que l'on dit souvent que la parole s'envole et que l'écrit reste. Alors, 3 mois pratiquement de non-activité, cessation des mouvements quotidiens et autres. Mais si la pandémie n'aura pas réussi à faire personnellement quelque chose, à vous impacter en une chose, c'est celle de confiner votre passion, celle donc de l'écriture. Et donc, durant ce temps, vous avez couché sur papier une pensée que vous avez intitulée « Coronavirus, le salut de la RDC ». Alors, je vois que vous faites allusion à un texte que j'ai écrit au mois de mars de l'année en cours. Nous étions à ce moment-là en plein confinement. Le président venait de proclamer l'état d'urgence le 18 mars. J'ai écrit un texte le 27 mars, une dizaine de jours plus tard, que j'ai intitulé « Coronavirus, le salut de la RDC ». Comme vous l'avez dit, l'occasion du confinement nous a donné du temps pour penser, pour réfléchir. Et l'écrivain, heureusement ou malheureusement, n'a qu'une seule larme, c'est son écriture. Et donc, j'ai pensé écrire, réfléchir sur cette situation du Covid qui a fortement affecté notre société. Nous avons perdu des proches. C'était pour moi l'occasion de leur rendre un hommage. C'était l'occasion pour moi aussi de rendre un hommage à tous les médecins, le corps médical qui a lutté bec et ongle pour justement sauver des vies. Mais c'était aussi l'occasion de dire qu'il y a le coronavirus, qu'il y aura un avant-coronavirus et qu'il y aura un après-coronavirus. Et donc, en ce moment-là, je me disais qu'il était important déjà de nous projeter sur l'après-coronavirus, en se demandant quelles sont les leçons que nous pourrions tirer du coronavirus. Est-ce que nous sortirions de la même manière du coronavirus que nous y sommes entrés? En bref, c'était une sorte de rêve, mais d'un appel à la conscience collective pour que finalement tout ce que nous avons décrié pendant le coronavirus ne soit plus reproduit après le coronavirus. Parce que finalement, que nous a enseigné le coronavirus? Il nous a enseigné que nous avions un déficit de notre système sanitaire, de la prise en charge des patients. Il nous a enseigné que nous avions une population qui ne respectait pas toujours les mots d'ordre des décideurs, les gestes barrières qui étaient
qui était vulgarisé. Il nous a enseigné effectivement aussi que l'informalité, notre économie étant dominée par le secteur informel, que l'informalité a eu du mal justement à subsister ou à exister tout au long de cette pandémie, parce qu'on sait que le Congolais vit au jour le jour. Et donc, il nous a montré que effectivement, il faut que nous travaillions pour davantage formaliser cette économie. Il nous a aussi montré que nous avions une économie tout à fait extravertie, qu'il y avait un risque, excusez-moi, de rupture de la chaîne alimentaire, simplement parce que nous ne produisons pas trop localement. Et donc, tout ça, effectivement, c'est des enseignements que nous avons tirés du corona. Et écrire, pour moi, était une façon de me projeter, de dire, est-ce que nous aurons le courage d'initier déjà une réflexion sur toutes ces questions pour qu'au sortir du Covid, ou de la Covid, que nous puissions prendre des mesures sur tous les secteurs de la vie nationale pour pouvoir être ou agir différemment. C'était simplement le sens de ce texte. Alors, très bien. Dans ce livre, vous exprimez votre pensée, une pensée interpellatrice, il faudra le dire, dans laquelle vous estimez que la crise était une opportunité, une occasion de pouvoir donc traiter les maux de la société pour les décideurs. Fin de l'état d'urgence. Est-ce que le pays a tiré des leçons de cette situation de crise, selon vous, Tigui Lébé? Alors, ça nous amène justement à tirer un peu les enseignements du confinement que nous avons vécu et de l'après-confinement. Parce que au moment où nous réalisons cette interview, il y a un déconfinement quasiment partiel, qui est graduel, n'est-ce pas, qui arrivera à son terme d'ici le 15 août par là. Est-ce qu'on a tiré les leçons, justement? Est-ce qu'on a assez réfléchi? Est-ce qu'on a fait les choses pour pouvoir les changer après le confinement? J'ai un sentiment plutôt mitigé. On a annoncé la réouverture des bars. À mon sens, le confinement était l'occasion de réfléchir sur une meilleure gestion de ce secteur économique. On s'est souvent plaint, par exemple, sur la question des nuisances sonores. Il y a des réglementations qui ont été prises par rapport à cela, mais qui n'ont jamais été appliquées. Nous réouvrons les bars aujourd'hui de la même manière que les activités se passaient avant le coronavirus. Pourtant, il est dit par plusieurs langues que les bars et autres devraient reprendre. L'économie du pays devrait être à nouveau relancée. Est-ce que ce n'est pas justement un justificatif qui tienne la route? Oui, mon propos n'est pas à ce niveau-là. Nous sommes tous d'accord qu'il faut relancer l'économie. Nous sommes tous d'accord que la Covid-19 a affecté sérieusement notre économie. Mon propos est de dire, tout en gardant l'objectif de sauvegarder notre économie, comment nous faisons pour réglementer un secteur qui est à la base de plusieurs dépravations de mœurs? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu justement, tout en voulant sauvegarder l'économie, réglementer par exemple les heures d'ouverture des bars, réglementer par exemple la question, ou faire en sorte qu'elle soit d'application, la question des nuisances sonores? Parce que finalement, derrière ce travail, il y a un travail culturel, il y a un travail pédagogique sur l'homme, des personnes que nous voulons être en tant que Congolais. Il y a un travail d'encadrement de notre jeunesse qui, on le sait, a tendance à être portée vers la boisson, vers tout ce qui est simplement du domaine de la réjouissance. Il y a un besoin de canalisation. C'est pour ça qu'il y a une autorité étatique. L'autorité étatique est appelée à concevoir une ligne de conduite sur lesquelles la population doit pouvoir s'arrimer. Et je pense que ce travail n'a pas été fait suffisamment. Nous reprenons les choses avec les mêmes habitudes. Très bientôt, les églises de réveil vont réouvrir, les églises de manière générale. On sait les plaintes qu'il y a par rapport aux actions des églises, spécialement des églises de réveil. Je n'ai rien contre les églises, mais je pense qu'un pays qui se respecte doit pouvoir réglementer cette question. Est-ce qu'on va reprendre de la même manière avec les églises qui sont à chaque coin de rue? Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'initier une réflexion justement pour pouvoir réglementer tout ça? À la limite, je ne sais pas, je le dis vraiment à chaud comme ça, est-ce qu'il n'y a pas des églises qui devraient être fermées? On me dira, oui, la liberté d'expression, liberté de religion, mais je pense quand même qu'il y a un sacré désordre qui s'est installé dans ce domaine-là. Donc moi je dis, il eût fallu que le confinement, que le Covid-19 soit l'occasion justement de
réfléchir à des réformes profondes et structurelles dans les différents domaines de la vie de notre société. Et ça, j'ai le sentiment que ça n'a pas été fait. Le seul aspect que je salue, c'est justement la décision qui a été prise pendant le confinement, mais qui a été maintenue concernant l'organisation des deuils, n'est-ce pas? Je pense que ça, c'est une avancée. Et c'est cela que nous aurions voulu pour les autres domaines de la société, parce qu'il n'était pas normal que nous puissions continuer à organiser les deuils tels que nous les organisions, avec tout ce que cela entraînait en termes de dépravation de mœurs, en termes de dépenses parfois, que les familles n'ont pas toujours. Mais la réflexion pouvait aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'état de nos cimetières qui sont inondés, le taux de mortalité étant ce qu'il est dans notre pays, est-ce qu'on n'aurait pas dû aller plus loin pour initier la réflexion, par exemple, sur est-ce qu'on devrait continuer à enterrer, est-ce qu'on ne devrait pas intégrer l'incinération? Certaines personnes y sont favorables. C'est de la réflexion. Nous ne devons pas avoir peur d'ouvrir des débats, d'ouvrir la réflexion. Si nous ne sommes pas prêts à cela aujourd'hui, nous le serons peut-être dans une année, dans 2 ans. Mais pour être prêt dans 2 ans, il faut justement qu'une réflexion soit initiée. Et donc voilà, mon propos est de dire, nous ne pouvons pas continuer à vivre de la même manière après le Covid. Le Covid nous a donné beaucoup d'enseignements et nous a donné des opportunités de reformer notre société. Et je n'ai pas le sentiment, en tout cas, que nous avons saisi cette occasion. Alors Tiké Libé, est-ce que cette projection que vous avez finalement faite n'était pas caricaturée sur un modèle des politiques, des décideurs congolais que l'on sait, bon preneur de décision, mais toujours pas fort dans les suivis, mais aussi caricaturée sur un certain modèle d'une population qui se laisse toujours aller? Non, pour ma part, il n'y a pas d'a priori. Il n'y a pas d'a priori. Notre pays est ce qu'il est. Nous avons les décideurs que nous avons la population que nous avons. C'est un fait. Le tableau n'est pas forcément réduisant, il n'est pas chaotique non plus. Mon propos est de dire, partons d'où nous sommes. Nous avons une classe politique qui n'a peut-être pas toujours pris la mesure des défis, mais avec une conscientisation, avec un message porté par les uns et les autres, on peut changer cette donne. Et mon propos était de dire justement, le Covid, c'est l'occasion justement de remettre en cause nos pratiques en tant que décideurs, mais en tant que population. Si en tant que décideurs, nous n'avons pas eu une bonne planification de notre système de santé, si en tant que gouverneur de la ville de Kinshasa ou de gouverneur de toutes les villes aux provinces du pays, nous n'avons pas réfléchi à la manière la plus efficiente d'administrer nos localités, nos collectivités, que le Covid, que l'expérience du Covid soit l'occasion de ce changement. Parce qu'on ne peut pas être fataliste et pessimiste en considérant que nos hommes politiques n'ont pas la volonté ou ne peuvent pas changer ou ne peuvent pas agir. Ils le peuvent. Mais il faut une prise de conscience. Et je me dis qu'il n'est pas trop tard. Certes, le confinement a duré 2-3 mois, mais il y a toujours moyen de faire mieux. Il y a moyen justement de prendre conscience. Nous avons parlé ici des décideurs, mais nous pouvons parler de la population aussi, parce que nous avons observé aussi dans le chef de la population un laisser-aller. Cette population qui, pour une certaine catégorie, ne croit pas à l'existence de cette maladie, qui refuse systématiquement d'observer les gestes barrières, qui n'a pas respecté le mot d'ordre donné, de rester à la maison. Voilà, c'est autant de choses qu'il faut travailler. Et c'est dans la culture. Vous savez, moi, je suis un culturel. On a tendance à banaliser l'importance de la culture. Mais la culture, c'est quoi? C'est notre façon d'être. Et notre façon d'être, comment nous la forgeons? Nous la forgeons justement sur base de notre histoire, sur base de notre expérience, mais aussi sur base de nos projections, de ce que nous voulons être. Pour qu'une culture change, pour que la manière de se comporter de la population change, il faut une vision. Et cette vision ne peut être donnée que par les décideurs d'abord, mais par tout Congolais qui est soucieux du devenir du pays. Et c'est ce que nous faisons. Nous faisons notre part de choses en tant qu'écrivains. Nous disons, inscrivons-nous dans une politique globale de changement de l'être congolais, de changement de l'homme congolais, dans sa vision pour le pays, et chacun dans sa sphère de responsabilité. Que ce soit le politique, il peut se décider aujourd'hui de travailler pour l'intérêt du pays. Et pas comme nous le voyons, des gens qui sont soucieux de leur appartenance politique, de leur propre famille. Que ce soit la population, nous pouvons nous dire,
avant de demander ce que l'État a fait pour nous, posons-nous la question, ce que nous avons fait pour notre pays. Et donc voilà, c'est une prise de conscience généralisée qui demande, n'est-ce pas, à ce que nous puissions bâtir une politique culturelle. Et la politique culturelle se bâtirait sur la question de savoir qu'est-ce que nous voulons être en tant que Congolais, comment nous voulons nous présenter au monde en tant que Congolais avec nos spécificités, avec notre histoire, avec ce que nous partageons en tant que peuple. C'est important de faire ce travail et de le présenter à l'ensemble de la population pour que justement il se crée une conscience nationale qui est importante pour le développement du pays. Alors justement, est-ce que vous ne pensez pas que cette attitude d'insouciance de la population n'est pas facteur de ce couac finalement tant décrit dans la gestion de la crise par les autorités? Elle n'avait peut-être pas, donc la population, les indicateurs forts pour l'emmener à une prise de conscience très sérieuse. Écoutez, moi je sans nécessairement avoir un avis tranché sur le travail de la riposte, parce que finalement cette pandémie elle est arrivée alors que personne n'était tout à fait préparé à cela, mais je pense néanmoins qu'il y a eu un déficit en termes de communication, et quand la communication n'est pas bonne, ça laisse place à beaucoup de supputation, et c'est ce qui s'est passé malheureusement. On aurait mieux géré cette communication que la population aurait eu conscience de la réalité de cette maladie. Mais quand on est parti sur des rumeurs ou des informations selon lesquelles il y avait monnayage de cadavres ou ce genre de choses, ça n'a pas conforté justement cette population à croire en cette pandémie. Ça c'est un fait. D'autre part, il faut aussi peut-être relever à la décharge justement de la riposte, mais en chargeant un peu cette population. Il faut conscientiser davantage cette population. Il faut l'emmener à écouter davantage les décideurs. Mais ça pose aussi un autre problème, c'est un problème de confiance, parce que cette confiance, elle se crée. Pour qu'il y ait justement cette confiance vis-à-vis des décideurs, il faut que cette population ait des éléments qui lui permettent de croire en l'action des décideurs. La plupart du temps, ce n'est pas le cas, parce que c'est une population qui vit au jour le jour, qui n'a pas les moyens de subsistance. Je veux dire qu'il ne peut pas se permettre de rester 2-3 jours à la maison sans sortir. Mais ça aussi, c'est des raisons qui font que peu importe le message qui est donné, c'est une question de survie simplement. Et donc, on ne doit pas se limiter à faire simplement un constat de désobéissance, même s'il faut le condamner. Il faut aller plus loin. Pourquoi ? Nous sommes en face d'une population qui n'a pas suivi les gestes barrières. Pourquoi nous sommes en face d'une population qui a carrément refusé d'obtempérer à toutes les consignes qui lui ont été données? Ça appelle à résoudre des problèmes élémentaires du manger au quotidien, du travail, de l'emploi. C'est autant de questions qu'il faut résoudre pour justement faire en sorte que demain on puisse être en face d'une population qui a conscience de ce genre de situation. Donc c'est pour ça qu'il faut tirer les leçons de tout ça. Il faut tirer les leçons et se projeter autrement. Remettre le travail au centre de ce que nous allons faire, remettre la compétence, la réflexion, bannir toutes les habitudes que nous avons de compromission, de corruption au sommet de l'État, d'ethnicisme. Il faut vraiment se réinventer. Et le Covid, justement, nous donne l'occasion de pouvoir nous réinventer autrement en tant que peuple. Alors, finalement, cette question, par rapport à l'intitulé de votre livre, Coronavirus, le salut de la RDC, Tiguelébé, est-ce que finalement ce salut est arrivé? Écoutez, moi je continue de croire que ce salut est possible, indépendamment du Covid. Si nous avons raté le coach avec le Covid, il est possible d'avoir ce sursaut d'orgueil aujourd'hui ou demain. Une autre pandémie? Non, pas forcément. Une prise de conscience. Simplement. À un moment, il va bien falloir que ça arrive. Si ce n'est pas cette génération qui l'impulse, il faudra que ce soit la génération suivante qui l'impulse. Et pour qu'on en arrive là, justement, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui tirent la sonnette d'alarme. Et je pense que quand nous avons des situations comme celle d'une pandémie, nous ne pouvons pas rester insensibles. Nous ne pouvons pas continuer à faire les mêmes erreurs. À un moment, il faut que ça s'arrête.
chaque changement de régime ou de pouvoir est une opportunité nouvelle, est une fenêtre d'opportunité, est un espoir qui se crée. Il faut que nous saisissions ces occasions. Aujourd'hui, c'était le Covid, demain, ce sera autre chose. Mais le plus important, c'est que nous ayons pris conscience. Et j'espère vraiment, moi, c'est l'appel que je voudrais lancer aux politiques, à la population congolaise, à tous ceux qui nous suivent, de capitaliser l'expérience du Covid pour nous réinventer. C'est important. Et chacun, selon sa sphère d'activité, selon sa sphère de compétences, a la possibilité de changer les choses. Vous savez, on pense tout le temps que c'est l'État qui doit impulser. C'est vrai, c'est son rôle. Mais je me suis toujours dit que nous rêvons du développement de ce pays, mais que le développement de ce pays, même s'il paraît lointain, peut advenir plus vite si chacun prend conscience de sa responsabilité, de ce qu'il a à apporter au quotidien. Ça passe par des gestes très simples, ça passe par le civisme, ça passe par faire la propreté autour de soi, ça passe par avoir une certaine rectitude morale, ne pas tolérer la corruption, ne pas tolérer les antivaleurs. Bref, ça passe par se réinventer. J'aime bien ce terme, se réinventer en tant que Congolais au regard de l'idéal que nous poursuivons. Donc pour moi, le maître mot sera prise de conscience. Covid, certes, il y a un après-Covid, il y aura un après-Covid, mais même après l'après-Covid, si nous n'avons pas tiré les leçons, nous ne pourrons jamais espérer d'avoir un Congo nouveau. Tigui Libé, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Je rappelle donc que vous êtes un écrivain et vous vous êtes prêté à notre micro pour finalement traverser en écriture, en littéraire, cette situation. Merci d'avoir été des nôtres une fois de plus. Question transversale. Benji on the beat. Yango bokonango ndenge nini oyo nga mutu akupa malili pa mama pasala mwa lituma mosi nanga lulanga nantaba kutisanga libala ngolo moseka pakapolo ya lingaka leka momo pepela kimbuta monzete na songi ya monoko momo langi mpakasa manzela moto moko. Alors, de l'écriture à la musique, il n'y a qu'un pas à faire. Yekima Debelard, un slammer, chanteur aussi, mais également des talents de danseurs que nous avons découverts. Yekima Debelard, monsieur le Poésident, bonjour et bienvenue. Bonjour Steve Mbouyi. Alors, monsieur le Poésident, la situation de crise sanitaire ne touche pas que l'RDC, mais également le monde entier. Dites-nous comment est-ce que vous avez personnellement vécu ou comment est-ce que vous vivez cette situation de crise? Cœur finement. Non, mais c'était une période assez délicate quand même, assez difficile. Parce que moi, soit j'ai pensé l'avoir contracté, soit je l'avais vraiment, ce coronavirus, parce que j'en ai accusé tous les symptômes. Et j'ai fait un petit pacte avec quelqu'un. Et je lui ai dit, si tu m'en sauves, je vais mettre ton nom, mais vraiment l'afficher ostensiblement dans mon clip. Ça a été le cas. Je pense qu'il m'en a sauvé. Donc j'ai connu tous les symptômes de cela. C'était vraiment une période difficile. J'ai connu, c'était des appréhensions presque paranoïaques. Je ne voulais plus recevoir des gens chez moi. Je fuyais partout. C'était de quoi, la peur de mourir? J'avais la peur de mourir. Jamais eu la peur. La peur de mourir, non. Mais la peur de mourir comment? La peur de mourir comment? Je pense que c'était ça la question. La peur de mourir, non. Ça, la mort nous hante. Il n'y a pas que le corona. On va se mettre, on va emprunter des routes où nous passons, laissant derrière nous des accidents, des circulations. Il y a tellement de choses. Il y en a qui sont chez eux à la maison. Le plafond leur tombe dessus. La mort nous hante. Elle est là, elle est partout. Elle est tous azimuts. C'est pas ça la peur. La peur de la mort, je ne l'ai pas du tout. Mais la peur de comment mourir, ça, c'est encore plus hantant que la seule peur de la mort. Et donc mourir pour vous du coronavirus aurait été une mort de la honte, une mauvaise mort? Non, ça aurait été une mort d'actualité. Ça aurait été une mort conjoncturelle. Le statu quo inhérent renseignerait que parmi les cas, il y a eu Yekima. Celui dont je parlais tout à l'heure, c'était Jésus. Dieu m'en a sauvé. Je pense que j'ai vraiment accusé tous les symptômes. J'ai été très mal. Et donc, pendant cette période, je ne savais pas crier. Je ne savais pas crier.
Mais j'avais beaucoup d'amour autour de moi. C'est comme ça que je dis, c'était une période de cœur finement. Et c'est vraiment à la fin que les choses ont commencé un peu à... Qu'on a compris les choses parce qu'on n'était pas préalablement équipés contre cela et pour cela. On ne savait pas que ça nous arriverait comme ça. C'est de façon inopinée que ça nous est arrivé. Nous avons reçu, nous voyons cela. Moi, déjà, quand ça commençait ailleurs, je prévenais autour de moi. Je disais à tout le monde de prendre garde, d'observer certaines mesures déjà qui n'étaient pas encore à l'époque assez implémentées ici sur place. Donc, ma paranoïa a pris son envol très tôt. Et je ne me rendais pas compte. Et après, ça s'est vraiment installé. Ah, évidemment. Hein. Alors, une période durant laquelle tout était en stop, pas d'activité. Et c'était d'ailleurs une période durant laquelle l'art s'est tu ou pas pour vous. Alors, vous avez quand même pu écrire quelque chose. Comme je le dis encore, pas tout de suite. Parce que j'étais mal. Parce que je ne pensais plus musique. Parce que je ne pensais plus à moi. Je pensais à la famille qui est à l'extérieur. J'ai de la famille aux États-Unis. Quand on écoutait tout cela, ben le cœur battait la chamade itérativement, parce que tout le temps. J'ai des familles disséminées par-ci par-là, donc on s'inquiétait. Moi qui suis un peu... Il y a une dose d'imputabilité que j'ai de la part de ma famille, donc je ne pouvais être serein. Je me suis rasseréné vraiment qu'à la fin. C'est comme ça que j'ai commencé à comprendre les choses, à avoir des nouvelles, à savoir que tel se porte bien, tel va mal, mais ça se règle. Et je pense que je veux le dire, vraiment, il faut que je le dise, peut-être ça pourrait... Moi, il y a une chaîne de télévision MC TV qui m'a beaucoup aidé à cette époque, qui m'a beaucoup aidé, les prédications que j'en suivais, et nombre de choses que j'en ai recueillies. Et j'ai fait des rencontres peu ou prou improbables à cette époque aussi qui m'ont aidé à m'en sortir. Alors, la passion, elle était là, parce qu'elle a fini par gagner, et remonter en surface et me faire écrire cette belle chanson Pia Corona. À cette période, d'ailleurs, il y a BBC qui m'a contacté pour lui écrire, pour faire un portrait, un reportage sur comment est-ce que moi je vivais à cette période que j'ai appelée Chronique d'un confiné, que j'ai écrite d'ailleurs en français, mais que j'ai jamais sortie. Parce que j'avais pas la santé qu'il fallait pour me laisser filmer, je ne recevais pas des gens chez moi, ma paranoïa m'astreignait à ne pas le faire. Et toute l'hospitalité que l'on peut me reconnaître, je l'ai perdue. En tout cas, le seuil de ma maison. Voilà, donc c'était compliqué. Tosukola maboko puma fufuna mpio diana mesa. Ato sukoli pona bokana. Ebongo ya kolea. Dollar peso matakaka kopera aliaka na obima. Bandako ya biso koma litie te pema. Ikola bokono yo ekonomi ekoma bokonomi. Toboyi tobika na bokono kasi tokufa na nzala. Po bokono eza tomikosa te kasi nzala peza. Awa tolatisi zolo na monoko masque kasi estomelati masque te. Tobomami na bandako kasi libumu akonfine te. Kofanda na ndako mpe esengaka mwa mwinda po mwa tv ngongeleka kasi wapi courant eosa mabe mpenza. Parlons de Piaka Corona. Alors, vous avez décidé donc de parler de cette crise sanitaire à votre manière, en lettres, en écriture, rythmée sous un son musical, mais vous avez décidé de prendre un angle particulier, c'est donc les conséquences, les retombées de cette situation. Alors déjà, Piaka Corona, c'est un mot valise, une contraction entre un Piaka, que je traduis ici comme produit, parce qu'on n'a rien dans la poche, vacuité, parce que c'est un vide qui se crée de façon pas attendue, comme au quoi encore, comme insuffisance, comme absence, mais absence de la nourriture sur la table, absence du courant, vide d'affection, des gens que l'on aime, que l'on voudrait serrer, la distance qui s'impose comme ça entre nous et tout. Voilà, c'est tout ça. Piaka ya nzungu, piaka ya relation, piaka ya poche, piaka ya robima. Il faut vraiment se décortiquer, écarteler cela en plusieurs pans, comme ça, basque. Donc, il n'y a pas qu'un piaka poche. Quoique, la plupart des piaka qui suivent, ils ont quand même la cause nango zapé poche. Il y a un pesant la cause nango, mesure d'urgence, état d'urgence et tout. Alors, Corona, donc contraction entre Piaka qui veut dire tout ça et Corona qui est cette pandémie dont on a été tous victimes. Écoute, les mesures drastiques qui ont été, les mesures d'hygiène, je les traite de drastiques parce que quand même imposées ainsi, il fallait les observer, quoique ça semble naturel, se laver le main et tout ça, ça semble naturel.
ne sont pas une exclusivité de la RDC. Elles sont partout pareilles. Même qu'à un moment, on disait que nous copions tout ce qui se passait en France, on implémentait cela ici, donc c'est partout pareil. Seulement, la question que je me suis posée tout de suite en observant le peuple, leur dynamique quotidienne, leur vie, leur vécu, comment est-ce que nous, on s'est résilié. Je parle du Congolais lambda. Congolais de tous les jours, c'est offert avec résilience des modes de survie par rapport au contexte social qui est le sien. Il s'est proposé des modes de survie, dont la débrouillardise. Parce qu'il doit s'en sortir. Pourtant, Yekima, et on ne va pas se voiler la face, hein, cette débrouillardise ne date pas d'aujourd'hui, rien de nouveau. Même avant la situation de crise, c'était un combat de survie de tous les jours de plusieurs Quinois. Est-ce que, avec cette situation, c'était pire en fait? Pire, parce que quand l'état d'urgence est décrété, tout s'arrête. Mais de façon inopinée. Nos maisons deviennent des maisons d'arrêt. On est recroquevillés dans notre carcan intimiste. Tout le monde n'est pas casanier comme moi. Par exemple, je le suis. J'aime rester chez moi à la maison, mais tout le monde ne l'est pas. Tout le monde doit sortir pour aller. Si le parent ne se pose pas la question, l'enfant, lui pose. Papa, pourquoi tu sors pas? Papa, pourquoi il n'y a rien sur la table? Il y a cette imputabilité à laquelle j'étais allusif tout à l'heure. La responsabilité des parents envers leurs enfants, déjà, ils doivent sortir. Il y a une précarité, une paupérisation qui sévit depuis. À cause de cela, le Congolais lambda se dit je me propose quelques mots de survie, je dois sortir me débrouiller, je dois aller vendre. Il y a toutes ces choses, il y a des formats comme ça différents, mais sous le joug même desquels le Congolais, non, survit, c'est mieux. Donc il y a ces mesures d'hygiène qui sont drastiques et importantes tout de même, mais l'état d'urgence qui arrête tout, comme ça du coup, sans repenser de façon socio-économique, parce qu'on pouvait avoir des morts socio-économiques si jamais on ne les a pas eues. Cela par rapport aux réalités locales. Il y a nos réalités d'ici. Il fallait repenser ces mesures, avoir des mesures d'encadrement socio-démographique, socio-économique, en tenant compte de la dynamique de population, parce qu'il y a un impact, il y a des conséquences que de telles mesures portent sur la façon de vivre d'un peuple. Nous, on survit, comme tu l'as dit, il y a un vécu qui dépend du fait que je dois sortir. Le chauffeur doit... Il faut boula, qui nous a bien en kati. Kobeta kati zara. Uche siko 1 mètre à distance, de 2 mètres d'ailleurs. Quand tu me demandes de me laver les mains, je veux bien. Mais il faut encore que je trouve de l'eau au robinet. Mais je marche sur des tuyaux d'eau comme ça, qui ne me ramènent pas de l'eau jusque chez moi. Est-ce que vous ne pensez pas que cette situation de crise au pays était encore un miroir qui a finalement reflété les faiblesses du système dirigeant de notre pays? Un vrai miroir. Ça révélait des inégalités cuisantes entre nous, d'ailleurs. Et surtout, ce qui me fascine et ce qui est bien plaisant avec cette situation, ce statu quo, c'est le fait que ça a révélé vraiment l'identité vide des infrastructures hospitalières. Je ne sais pas si on les appelle comme ça. Je pense voilà. Et tout le monde ne pouvait plus aller se soigner. Ceux nantis, au demeurant, qui s'offrent le luxe d'aller se soigner ailleurs, ne le pouvaient plus. Donc il fallait se contenter, nous tous. Encore, c'est vrai qu'il y a des hôpitaux ici qui ne sont réservés qu'aux gratins. Ils pouvaient encore s'offrir ce luxe, ça a continué. Mais ça a révélé quand même ces inégalités cuisantes qui existent encore à ce jour, dans un pays comme le nôtre. On en a connu de toutes les douleurs. On en a vu de toutes les douleurs. Cette crise nous en a fait connaître. Moi, je pense que c'est un vrai miroir. C'est un vrai aquarium qui nous révèle en tout cas ces inégalités, qui nous révèle, qui renforce la précarité d'une population qui déjà à peine vit. Donc, je pense que si nous avons pour mauvaise habitude de ne jamais tirer de leçons de quoi que ce soit, et je regrette que peut-être qu'on n'en tirerait aucune, mais si jamais c'est le cas, ça va être bien, parce que moi, c'est alarmiste ce que je fais. Je tire une sonnette d'alarme avec mon petit son des cloches, en observant la société de façon assez fiefée. Je parle de fiefée, peut-être c'est un petit vice, hein, ma façon d'observer. Je ne m'accorde pas de fleurs, mais ce que je propose, c'est que si jamais le jour à venir, on se faisait hanter par des cas comme ça,
qu'on tienne compte de ce que je propose. Yekima de Bellard fustige, dénonce une situation de crise, de misère. Pourtant, dans le clip, Yekima de Bellard est bien habillé, on danse, il nous fait d'ailleurs même danser. Est-ce que c'est pas un contraste entre le message que vous voulez véhiculer, ou que vous véhiculez d'ailleurs dans cette chanson, et la forme, la présentation du clip? Mais tu vois, ça c'est le Congolais. T'as le Congolais. Exactement cela. C'est le gars où naturellement, il y a un filtre Snapchat dans le comportement. Tu vois, dans le filtre Snapchat, toi, tu as Kitoko, ma fleur, c'est ça le Congolais. Congolais, c'est métier à Kitoko, Menakati, tombe, Menakati, mi court. C'est comme ça que nous, on est. Le Congolais, c'est un peu plus joyeux. C'est tout le temps, on est dans la cadence, dans l'ambiance et tout ça. Mais en réalité, la danse même, comment le dire bien? C'est-à-dire, moi, mon objectif, c'est de caresser le peuple dans le sens d'espoir. Et moi, pour moi, c'est important. Pousser le peuple à croire jusqu'où croire se brise. Et peu importe les moyens, peu importe le viatique, tout me sert pour que le peuple, il trouve un peu de joie. Et moi, le contraste, c'est ce que j'aime. Moi-même, je suis un contraste dans le contexte musical congolais. Donc, de moi qui suis contraste déjà, ça ne peut émaner que du contraste. Quand je propose une chanson qui est triste, j'aime que ça soit écouté de façon, avec joie. C'est aussi ça la raison simplement, mais ça c'est pas du côté artistique. Mais la réalité des choses, c'est que ça c'est le Congolais. Quelqu'un m'a posé la question, mais tu pars du courant qui a pas. Mais quand on regarde ton clip, on voit des ampoules avec du courant. Je lui ai posé la question, est-ce que chez toi tu as du courant? Il dit pour l'instant oui. Ok. Est-ce que Kinshasa a du courant? Il dit non. J'ai dit c'est tout le contraste qu'il y a dans ce clip. Je suis fidèle à la réalité. C'est le fac-similé de vraiment ce que nous vivons aussi, la reproduction fidèle et calquée sur la réalité. Je n'invente pas des choses. Il arrive que tu aies du courant à la maison. Il arrive que tes ampoules s'allument. Mais la plupart du temps, tu n'en as pas. C'est ce dont je parle. Moi, je n'accuse personne. Yekima de Bellard, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Steve. Et voilà, c'est donc en note de musique que nous allons nous séparer aujourd'hui. Cette émission, vous pouvez également la retrouver sur nos différentes plateformes, SoundCloud et Spotify. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Entre-temps, je vous laisse savourer ce morceau de Mpiaka Coronavirus. Toussez au coude, toussez au coude, toussez au coude. Gardez distance, gardez distance, gardez distance, gardez distance. Vous serrez plus le mât, vous serrez plus le mât, vous serrez plus le mât, vous serrez plus le mât. Levez-vous les mains, levez-vous les mains.